Septembre 2016, sud de la Californie. L'iPhone 7 vient tout juste de sortir et la frénésie est à son comble. Un homme rentre dans un Apple Store, mais contrairement aux autres clients de la file, lui n'est pas là pour acheter un iPhone. Il est là pour le rendre. Un mois seulement après son achat, l'appareil refuse de s'allumer. Aucun souci, il le sait, son téléphone est garanti pendant 1 an. Mais ce qu'il va découvrir va le laisser sans voix. Oui, il y a bien une garantie. Mais malheureusement, il ne peut pas l'utiliser. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette dernière a déjà été utilisée. Et ça, il y a quelques semaines. Impossible, qui aurait pu utiliser sa garantie à sa place ? Il n'a jamais eu aucun problème avec son téléphone avant ce jour. Alors que se passe-t-il ? Il insiste auprès du vendeur, le ton commence à monter. Et face à la ténacité du client, le vendeur commence à avoir quelques doutes. Y aurait-il un bug dans le système ? Une fraude ? Bingo ! À ce moment-là, personne ne le sait, mais ce client est en réalité un dommage collatéral d'un gigantesque réseau de fraude à l'iPhone. Une fraude qui s'est déroulée pendant 9 ans avec 8 ans de traque, impliquant le FBI et reposant sur un plan ingénieux. Revenons ensemble sur l'arnaque des faux iPhones qui aura fait perdre plus de 6 millions de dollars à Apple. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on vous raconte comment un petit groupe d'individus a réussi à dérober plus de 6 millions de dollars à Apple en utilisant des copies de téléphone. Et justement, pouvoir reproduire des choses, c'est justement le grand fantasme des personnes qui font de l'impression 3D. Que ce soit pour refabriquer des pièces d'appareils d'électroménager qui sont cassées, des objets de déco, des figurines ou que sais-je, avec l'impression 3D, on peut recréer tout un tas de choses. C'est génial, mais malheureusement, c'est pas la techno la plus simple à prendre en main quand on débute. C'est pourquoi on propose une formation en individuel pour maîtriser pleinement cette technologie. Avec lui, vous allez aussi bien travailler sur Fusion 360 que sur un logiciel Slicer pour paramétrer l'impression de votre objet et évidemment sur une imprimante 3D. Cette formation, suivant ce que vous préférez, elle peut se dérouler en physique ou en visioconférence. On a des créneaux en permanence, la semaine ou le week-end. Et comme vous n'avez peut-être pas une imprimante 3D à la maison, nous, on vous met à dispo pendant 1 an cette imprimante 3D. Et en plus, comme c'est une formation qui est reconnue par l'État, vous pouvez la faire financer entièrement et à la fin de la formation, on va vous faire passer un examen qui est lui aussi reconnu pour pouvoir valider vos compétences sur le marché du travail. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à vous renseigner, ça aide énormément la chaîne. Allez, revenons à notre histoire de copie. À ce moment-là, l'équipe de service après-vente, habituée à ce genre de cas, pense d'abord qu'il s'agit d'un événement isolé, sans gravité. Pourtant, la conseillère en charge du dossier ressent comme une étrange sensation et décide de remonter cette information à sa hiérarchie, en redoutant qu'il puisse s'agir d'une fraude. Mais la direction, occupée par une affaire qu'elle juge bien plus importante, balaye rapidement ce problème de garantie. Ce n'est qu'un incident parmi d'autres, se disent-ils, car à ce moment-là, ils avaient un problème bien plus grave à régler. L'année 2016 avait déjà marqué les esprits chez Apple avec un nombre record de produits défectueux. Et cette nouvelle année semblait hélas prendre le même chemin. Dans les hautes sphères de la firme, l'inquiétude grandissait, avec un nombre croissant de retours de téléphone. Mais ce qui intrigue le plus les cadres de la société, c'est que ces défauts-là ne se manifestaient qu'aux États-Unis et au Canada. Comment un géant de la technologie, qui érige l'excellence en dogme, pourrait être la cible d'un problème de fabrication massive? Et surtout, pourquoi uniquement sur le continent nord-américain ? L'heure était grave. Si les médias commençaient à avoir vent de cette information, cela pourrait vite se transformer en tempête médiatique et impacter durablement l'image d'Apple. Apple réunit alors d'urgence son conseil de direction. Les dirigeants à ce moment-là sont tendus, cherchant désespérément une réponse. Autour de la table, plusieurs hypothèses émergent. Le volume de vente en Amérique du Nord est nettement supérieur aux autres régions du monde. Peut-être que ce grand nombre de téléphones qui sont vendus explique proportionnellement le nombre de problèmes. Oui, mais non. En creusant davantage les chiffres, la réalité est sans appel. Même en ajustant le volume, le taux de défaut reste inexplicablement plus important qu'ailleurs. Alors, c'est peut-être un problème logistique. Des investigations sont donc lancées et des tests comparatifs sont effectués auprès des différentes sociétés de transport. Mais, encore une fois, les résultats sont décevants. Niveau logistique, il n'y a aucune différence significative avec le reste du monde. Les semaines passent, les dirigeants commencent à s'impatienter et le mystère reste toujours entier. Has touch disease, which occurs when users notice a flickering gray bar at the top of the screen and then
find it completely Et unresponsible. pendant que ce temps passe, la menace d'une crise médiatique devient de plus en plus menaçante. L'énigme d'un défaut de fabrication uniquement en Amérique du Nord commence à s'épaissir. Pourtant, personne ne semble capable de mettre le doigt sur le véritable problème. Et toutes les hypothèses sont passées au crible. Une utilisation des téléphones de manière plus intensive que de l'autre côté de l'Atlantique, une réglementation plus souple sur les retours, même les conditions climatiques ont été étudiées dans le moindre détail. Un an s'écoule, le bug dans la matrice persiste. La direction pensait alors avoir exploré toutes les pistes, sauf une, la contrefaçon. Cette hypothèse, elle avait été alors très rapidement rejetée. Pourquoi ? Tous les téléphones qui sont retournés sont toujours en possession de numéros de suivi valides. C'est donc des modèles authentiques et originaux dont on peut retrouver la trace de fabrication. Mais plus le temps passe, plus le doute commence à s'installer. Les analyses s'intensifient et désormais chaque iPhone défectueux est scruté sous toutes les coutures, jusqu'au jour où la première piste apparaît. Un des experts de l'équipe technique, en pleine analyse minutieuse d'un appareil, remarque quelque chose d'étrange. Un dysfonctionnement de la carte mère, des anomalies internes, des problèmes de batterie. Et très vite, il comprend qu'il a entre les mains un téléphone qui ne possède pas des composants officiels, malgré ce que prétend le numéro de série du téléphone. Il s'agit en réalité d'une contrefaçon. Cette première découverte est malheureusement pour eux suivie très rapidement de nombreux autres. Et désormais, chaque jour, les équipes techniques d'Apple découvrent des téléphones contrefaits. Il ne s'agit donc plus d'un cas isolé. L'affaire prend à ce niveau-là une toute autre dimension. Il s'agit d'une affaire criminelle. La firme à la pomme prit alors contact avec les autorités pour tenter de juguler ces contrefaçons. Et c'est le FBI qui reçut le dossier et fut en charge de mener cette enquête. La chasse était donc ouverte. Qui est donc l'auteur de cette mystérieuse machination? Et surtout, comment se fait-il que des faux iPhones circulent dans toute l'Amérique du Nord avec des vrais numéros de série? Tous les Apple Store sont alors prévenus de cette situation et désormais chaque retour doit être minutieusement scruté car ces parfaites répliques pourraient bien leur apporter certaines preuves. Avec l'accord d'Apple, les autorités décidèrent de surveiller de plus près les clients de la marque. Les premiers jours ne donnaient rien, tout semblait normal, jusqu'au jour où, à quelques jours d'intervalle, deux clients réclamèrent la même garantie sous le même numéro de série. Et ça, dans deux Apple Store distants de plusieurs centaines de kilomètres. C'était donc pour le FBI une confirmation officielle. Des faux et des vrais iPhones circulaient aux États-Unis. À ce moment-là, la question qui taraudait les autorités, c'était comment les criminels arrivaient certes à se procurer des copies de téléphone qui étaient très réalistes, mais surtout c'était comment ils avaient réussi à se procurer cette base de données avec les listes de vrais numéros d'iPhone, rendant cette fraude difficilement détectable. L'affaire, déjà complexe, prit alors une nouvelle tournure. D'abord, les enquêteurs pensaient que les clients étaient de simples victimes qui avaient été dupées par un réseau complexe de contrefaçon sophistiqué. Il suffisait donc pour la police de demander où ces clients avaient acheté leurs faux iPhones pour pouvoir remonter la filière. Sauf qu'en réalité, une fois l'échange effectué avec l'Apple Store, c'était impossible pour la police de remonter à ces fameux clients. On aurait donc de faux téléphones avec des vrais numéros de série, mais des faux clients. La piste des vendeurs était donc mise de côté et de nouveaux suspects apparus, les clients eux-mêmes. Les enquêteurs redoublèrent alors de vigilance, en surveillant de plus près chaque magasin. Et au fil des mois, un nom revient sans cesse dans les rapports. Et même s'il s'agit du même prénom, il ne s'agit pas de Tim Cook. Non, là ce Tim, il changeait en permanence de nom de famille. Et après de longs mois d'investigation, la police avait déjà un premier suspect. Et ce n'était que le début. Tim n'était en réalité que la première pièce d'un énorme puzzle, ouvrant la voie à une longue liste de suspects, qui allait aboutir sur un nom, Ziwei Liao. Les enquêteurs ne le savaient pas encore, mais ce Tim est en réalité le benjamin d'une fratrie de 3 frères, dont un certain Chih-Weng Liao. Faisons un bond dans le passé en octobre 2000. Chih-Weng a 23 ans, un geek passionné de technologie qui a quitté sa Chine natale avec ses parents et sa famille avec l'espoir de caresser le rêve américain. Mais ce qu'il trouva en arrivant n'avait malheureusement rien à voir avec un. L'arrêté a été brutal. Ni lui ni sa famille ne parvient à profiter du rêve américain. Ce qui réussissait à faire tenir Chih-Weng, c'était sa passion pour la technologie, les microprocesseurs, la nanotechnologie et les systèmes intégrés. Le passe-temps de Chih-Weng démontait tout ce qui lui passait sous la main pour essayer d'en comprendre son fonctionnement. Mais Chih-Weng, malgré son talent et son esprit
esprit brillant, se retrouvait à enchaîner les petits boulots, en espérant un jour trouver un échappatoire. Les jours passent et les factures qui s'empilent menacent de l'engloutir. Le poids de la misère pèse lourdement sur ses épaules. La frustration grandit comme sa détermination. Il le sait, il doit sortir sa famille de l'impasse. Et pour ça, Chiveng, il est prêt à tout. Et un jour, lors d'un voyage en Chine, un ami lui présente une copie d'iPhone contrefait, qu'il a à peine acheté 50 $ sur un marché noir local. Shizhen le prend et l'examine sous tous les angles. Il est stupéfait. Cette copie semble à première vue parfaite. Physiquement, tout semble identique à un véritable téléphone. Mais ce qui le fascine le plus, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il a déjà démonté des dizaines d'iPhones. Et il se demande si cette illusion tient toujours une fois le téléphone démonté. Et quand il ouvre l'appareil, ce qu'il découvre va le laisser sans voix. Chaque composant est parfaitement positionné. Les vis, les matériaux, tout est là, comme sur un vrai modèle. À ce moment-là, il comprend immédiatement que, à première vue, personne ne peut faire la différence entre un vrai modèle et un faux. Chiveng est vraiment fasciné. Par le passé, il avait déjà vu des copies, mais jamais de cette qualité. Et de retour aux États-Unis, il peut plus s'en défaire. Ce faux téléphone représente pour lui une opportunité qu'il n'avait alors jamais envisagée. Et sans le savoir, à ce moment-là, il venait de poser les bases d'un plan bien plus vaste. Chiveng le sait, il est certain, au creux de sa main se trouve une véritable mine d'or. Parfait pour un homme avide de richesse. Mais là où d'autres se précipiteraient pour vendre bêtement ses contrefaçons, lui réfléchit davantage. C'est vrai que revendre ses faux téléphones serait le moyen le plus évident de gagner de l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup de personnes se font escroquer en pensant acheter un vrai iPhone, qui sont en réalité contrefaits. Mais Chiveng sait que s'il veut gagner beaucoup d'argent, il va devoir vendre massivement ses faux téléphones. Et cette option, elle risque vite de devenir risquée. Les victimes qui utilisent ce faux iPhone, même si d'apparence physique extrêmement ressemblable, font arrêter de tourner une fausse interface iOS sur un Android. Et ça se voit malheureusement assez vite. Quand le client va découvrir la supercherie, ça ne sera qu'une question de temps pour que la police ne remonte à lui, puisqu'il serait en contact direct avec la victime. L'idée même de prendre ce risque fait alors frémir Chiveng. Une autre option existe, ça aurait été d'utiliser un intermédiaire, mais ça reste une option qui reste risquée et qui n'aurait en réalité que retardé l'inévitable. La police risquait toujours de remonter jusqu'à lui, sans compter que l'intermédiaire prendra évidemment sa commission. Donc ça réduira les profits de notre jeune escroc en herbe. Il avait encore envisagé une autre option, revendre ses produits en toute transparence, en admettant que c'est des téléphones contrefaits, ou comme ça existe encore aujourd'hui. Mais ce chemin avait ses propres pièges. Les marges ici sont malheureusement bien plus faibles, loin des profits mirobolants qu'il espère. Les faux iPhones comme ça sont généralement vendus une centaine d'euros. Et en plus, dans tous les cas, ce genre de pratique reste illégal. Donc, quitte à prendre des risques, autant faire beaucoup d'argent. Le voilà donc de retour à la case départ. Mais avec une certitude. Ce produit pourrait lui rapporter des millions. Chiveng finit de bricoler son faux iPhone et un jour tente de le rallumer. Plus rien. Erreur. L'appareil refuse de s'allumer. À ce moment-là, s'il avait encore des doutes sur la durée de vie et la qualité de ce faux téléphone, il en a désormais la confirmation. Cet iPhone contrefait reste un iPhone contrefait et n'a évidemment pas la robustesse d'un vrai téléphone. C'est donc un échec, pas pour Chiveng. Pour lui, c'est même tout le contraire. C'est à cet instant qu'une idée de génie lui traverse l'esprit. Chiveng possède un modèle d'iPhone similaire, mais cette fois-ci un vrai téléphone, avec une facture, la garantie et le numéro de série officiel. Alors pourquoi ne pas faire passer ce modèle contrefait pour un vrai téléphone simplement cassé et tenter d'en obtenir un neuf avec la garantie. Surtout que le téléphone étant officiellement cassé, il n'a pas besoin de l'allumer et donc montrer la fausse interface facilement détectable au vendeur. Et si lui, un expert, n'a pas pu faire la différence entre un vrai modèle et un faux modèle simplement en regardant l'intérieur et l'extérieur d'un téléphone, ça sera probablement la même chose pour les vendeurs d'Apple. Avec cette technique, il pourrait s'assurer d'obtenir des iPhones flambant neufs qu'il pourra ensuite revendre. Mais il le sait très bien, s'il est découvert, les conséquences pourraient être alors désastreuse. Pourtant, pour lui, l'idée est trop tentante pour la laisser filer. Chiveng prend donc son courage à deux mains, pénètre dans un Apple Store. Avec un nœud dans l'estomac, le plan est risqué, il le sait. À chaque seconde où le vendeur inspecte le téléphone, il s'attend à se faire démasquer. Après avoir minutieusement inspecté le téléphone, qui ne peut effectivement plus s'allumer, les techniciens lui annoncent qu'ils lui fourniront un nouveau téléphone, comme le veut la garantie d'Apple.
Incrédule, il parvient à garder son calme et à cet instant, il comprend deux vérités. Numéro 1, les experts de la marque ne sont pas en capacité de détecter sa contrefaçon. Et numéro 2, les techniciens n'ont détecté aucune manipulation volontaire susceptible de le priver de sa garantie. Bingo, c'est donc un plan qui fonctionne. Et Chiveng repart donc avec un iPhone 9 entre les mains. Et cette fois-ci, un vrai. À ce moment-là, il est loin de réaliser ce qu'il vient de déclencher. La première fraude est accomplie et avec elle, la création d'un système redoutablement efficace. Les affaires viennent donc à peine de commencer, mais très vite il comprend que s'il veut en tirer le maximum de bénéfices, il a besoin de passer à une toute autre échelle. Il partage donc son plan avec ses deux frères, Chiming son frère aîné et Chiting son petit frère. Ils sont incrédules au début, mais lorsque Chiveng expose son idée, l'excitation commence à monter. Ils se réunissent dans une petite pièce, le cœur battant, et Chiveng commence à dérouler sa vision. L'idée est simple, mais terriblement ingénieuse. Acheter massivement des téléphones contrefaits à 50$, réussir à les importer aux États-Unis sans se faire arrêter par les douanes américaines, ensuite les endommager intentionnellement, et faire passer ces iPhones contrefaits pour des iPhones réels mais cassés, en utilisant des numéros de série valides encore sous garantie. La question c'était donc comment avoir ces vrais numéros de série. Et là encore, Chiveng, il avait tout anticipé. Son plan consistait à se procurer sur le dark web des bases de données volées contenant les numéros de série de clients ayant acheté leur iPhone en toute légalité, pour ensuite utiliser ces numéros et ces garanties pour mener à bien leur fraude. Une fois en possession des vrais téléphones, la dernière étape consistait à les revendre en Chine au prix fort. Le plan était parfait, avec une rentabilité maximale. Ils pouvaient les vendre jusqu'à 800$. Pas mal, même Apple ne fait pas une aussi belle marge. Le tout avec un client final qui ne se doute de rien, étant donné qu'il a bel et bien en main un vrai téléphone. Les deux frères, ébahis par le brillant stratagème de leur grand frère, n'hésitent pas une seconde pour se joindre à l'aventure. Mais un problème persiste, il leur faut un intermédiaire de confiance en Chine pour acheter tous ces appareils frauduleux pour s'occuper de l'achat des faux téléphones, mais aussi de leur revente. Là encore, Chiveng a tout prévu. Le gendre de la famille, le mari de sa sœur, sera l'homme de la situation. C'est donc une véritable escroquerie familiale qui est en train de se mettre en place. Et personne ne se doute encore de l'ampleur que ça va prendre. La machine est donc lancée. Et 3 ans plus tard, les affaires des trois frères prennent une tournure vertigineuse. Leur réseau de fraude est en train de s'étendre, les profits affluent et rapidement l'argent commence à couler à flot. Mais Chiveng, le cerveau de l'opération, commence à s'inquiéter. Les sommes commencent à devenir vraiment importantes. Pour éviter de se faire remarquer par les autorités, il leur fallait un plan pour commencer à cacher cet argent. C'est pourquoi ils décident d'ouvrir 2 entreprises de réparation de téléphones à San Diego. C'est quand même une belle ironie. Ces boutiques étaient pour lui un paravent parfait et un camouflage idéal pour sa fraude. Et grâce à ce joli blanchiment d'argent, ils purent commencer à s'acheter plusieurs propriétés. Leur escroquerie montait en puissance. Le premier million, le deuxième, le troisième, les chiffres ne cessaient de grimper et le réseau commençait à s'étendre à une vitesse fulgurante. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, la gloire ne fut que de courte durée. Et en 2017, le vent se mit à tourner. La police fit une découverte capitale. Un certain Tim, le nom de code de Chiting Liao. Le Benjamin de la fratrie. Les frères ne le savaient pas encore, mais l'étau était en train de se resserrer. Chaque mouvement était désormais scruté, chaque détail, chaque transaction. Ce qui avait commencé comme une brillante opération indétectable allait s'effondrer sous le poids de son propre succès. À la découverte de ce fameux Tim, la police commença alors à faire le tour des Apple Store pour tenter d'en savoir plus. Et le FBI entra alors sur scène, déployant ses ressources pour approfondir l'enquête. Ce que le FBI attendait depuis plusieurs semaines finit par se produire. Un homme se présente dans un Apple Store, tentant d'échanger un iPhone. Et après une analyse rapide, les techniciens en sont certains. Il s'agit bien d'une contrefaçon. Depuis quelque temps, beaucoup de techniciens avaient été formés à la détection de contrefaçons. Et l'homme qu'ils avaient devant eux correspondait à ce fameux suspect recherché par la police. Ce fameux Tim. Sans perdre de temps, ils transmirent toutes les informations à la police et l'individu fut très vite placé sous surveillance, ce qui permit aux autorités de mettre en place des recherches plus poussées sur lui et son entourage. Et ce qu'allait découvrir la police était surprenant. Tim serait responsable à lui seul de plus de 500 échanges de téléphone. Et ça sur à peine 3 ans dans plusieurs états américains. Et avait évidemment largement assez de preuves pour pouvoir l'arrêter. Mais une intuition persistait. Et si l'affaire était en réalité plus vaste ?
Grâce à la surveillance de ses appels mais aussi de ses emails, une nouvelle révélation surgit rapidement, une deuxième identité, Chiming Liao, son frère aîné. Et peu à peu, le réseau familial se dévoila. Et c'est à ce moment-là précis que les enquêteurs comprirent la taille de la fraude. Leurs soupçons étaient donc bel et bien confirmés. Ils avaient en réalité affaire à une organisation bien plus complexe. Chaque aspect de l'organisation est donc étudié par les autorités. Au total, ce fut pas moins de 14 personnes identifiées. Et à la tête de cette organisation, Chiang Liao. Et avec toutes ces informations en main et assez de preuves, la police décida de passer à l'action. Et un matin d'août 2019, une opération méticuleusement planifiée par la police est lancée pour arrêter les 14 suspects simultanément. Pour la police, c'est le point culminant d'une enquête qui aura duré plusieurs années. À 8 heures précises, l'ordre est donné et l'assaut est lancé. Les 3 frères et leurs femmes sont rapidement placés en garde à vue. Tout semble se dérouler sans accroc, sauf pour 3 perquisitions. Malgré la précision du plan, 3 membres clés de l'organisation manquent à l'appel. Introuvables. Où ont-ils pu disparaître ? L'inquiétude monte. Ces fugitifs savent maintenant qu'ils sont recherchés par les autorités. Le procès s'ensuit rapidement et toute leur opération est dévoilée au grand jour. Au total, plus de 250 000 $ en liquide sont saisis et 5 propriétés achetées avec l'argent de la fraude. Des centaines de téléphones contrefaits sont aussi saisis et tout ça n'est évidemment qu'un fragment du réseau parce qu'au minimum plus de 10 000 iPads et iPhones auraient été échangés entre 2011 et 2019 pour un total d'au moins 6 millions de $. Chim Liao, l'un des frères, aurait visité au moins 105 Apple Store dans 22 États, tentant d'échanger au moins 720 faux appareils. Ching Liao, son frère cadet, lui, n'est pas en reste. Il se serait rendu dans au moins 200 magasins à travers 18 États et même le Canada. D'après les autorités, 718 téléphones échangés. Et lors du procès, une question simple fut posée par le juge. Pourquoi avoir poussé cette fraude aussi loin ? Et la réponse fut simple. Ma motivation était de subvenir aux besoins de ma famille. Une triste ironie donc. Ce désir de vouloir faire sortir sa famille de la misère les aura finalement envoyés en prison. Car personne n'a échappé aux conséquences. Ni ses frères, ni leur femme, ni son épouse. Toute la famille a été condamnée. Et si vous vous demandez ce que sont devenus les 3 autres, ils ont finalement été arrêtés après 5 ans de cavale en 2024. Ce qui marqua par la même occasion la fin de cette histoire qui se déroula quand même sur quasiment 13 ans. Depuis cet événement, Apple a évidemment totalement revu son système de garantie pour éviter que ce type de fraude ne se reproduise. Malheureusement, les contrefaçons de téléphones deviennent de plus en plus sophistiquées et se propagent à un rythme toujours plus important. Et je vous invite à aller voir sur YouTube certains comparatifs qui sont vraiment bluffants, avec parfois même le packaging qui est complètement reproduit à l'identique et même des fausses factures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, ça nous a demandé beaucoup de travail, donc si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, c'est vraiment super important. Et si vous aussi vous souhaitez reproduire tout un tas de gadgets, de manière cette fois évidemment légale, je vous invite à aller faire un tour dans le lien en description pour découvrir notre formation à l'impression 3D.